tous, on se retrouve pour la suite de mes avis sur les films cinéma 2026 sous une écrasante chaleur. J'espère que ça va pour tout le monde. Pour moi c'est un peu compliqué. J'ai pas de climatiseur chez moi et donc il fait vraiment très chaud. Normalement à partir de demain ça doit redescendre, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, petit aparté pour démarrer. On va enchaîner sur un film que j'avais pas noté la première fois du mois de mars. Un film franco-belge qui s'appelle La danse des renards. Je vous raconte le synopsis rapidement. Dans un internat sportif, Camille, un jeune boxeur virtuose, est sauvé in extremis d'un accident mortel par son meilleur ami Matteo. Alors que les médecins le pensent guéri, une douleur inexpliquée l'envahit peu à peu jusqu'à remettre en question ses rêves de grandeur. Alors c'est un film d'auteur que j'ai bien aimé. Donc effectivement le synopsis raconte les grands points de l'histoire. Donc Camille c'est un jeune boxeur dans un internat. Donc on voit un peu la vie de ces jeunes dans cet internat, on les voit boxer, on les voit dans la vie de tous les jours. On comprend qu'ils ont une vie pas facile et que le sport ça leur permet justement de trouver un but dans leur vie. Et donc effectivement Camille c'est vraiment le meilleur d'entre eux. Dans les compétitions c'est lui qu'on met en avant. Il est très fort, il a peur de rien. Et effectivement un jour il tombe. Il se fait extrêmement mal. Donc il est arrêté pendant un petit moment. Et en fait quand il retourne sur le ring, même à l'entraînement et tout ça, on sent que quelque chose a changé en fait. Il se sent plus du tout en confiance, il ressent des douleurs dès qu'il combat. Donc il va faire des analyses, mais en fait, il n'y a rien qui en ressort. Donc en fait, à chaque fois, il contourne, il abandonne pendant le combat, ou alors il annule des entraînements. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est un milieu très dur, hein, finalement. Là où il est, ils sont plusieurs en fait à être dans la compétition, même s'ils s'entendent bien, on se rend compte que la moindre faiblesse, c'est tout de suite une porte d'entrée pour être éjecté. Et lui finalement, il n'arrive pas à retrouver en fait cette confiance naturelle qu'il avait dans les combats, où finalement il battait tout le monde, où il était le meilleur, le plus sportif, le plus technique. Et là en fait, dès qu'il fait un entraînement, dès qu'il commence à combattre, la peur revient et il s'en sort pas. Et je trouvais ça très intéressant, un peu ce côté, il faut maintenir en fait une image quoi qu'il arrive, donc quelque part il invente cette douleur qui n'existe pas. Et d'un autre côté en fait il commence à se rapprocher d'une jeune femme qui est avec lui aussi, qui fait du combat. Il commence à s'intéresser à des choses autour de lui, à la nature, à ce genre de choses. Et puis il y a évidemment les relations avec ses anciens, enfin avec ses collègues, parce qu'ils sont toujours dans l'histoire en fait, il continue à boxer dans l'équipe, même s'il se met en retrait. Les rapports qu'il a, notamment avec Matteo, son ami, qui se dégrade littéralement. Donc Matteo commence lui à prendre de l'ampleur dans l'équipe, il commence à se rapprocher des autres, et donc forcément ça va avoir des conséquences sur tout ça. Bon, c'est un film français d'auteur comme on peut l'entendre, avec des cadres un peu soit qui débordent, soit qui sont pas forcément toujours, enfin qui sont travaillés mais qui créent une sorte de décalage toujours entre les personnages. Il y a beaucoup de silence, beaucoup de regards. Donc voilà, il y a un rythme qui est assez long finalement, mais qui est intéressant parce que c'est vrai que le personnage de Camille, on comprend quel est son problème, mais même pour les spectateurs, il reste finalement très mystérieux parce que c'est même même quand il se retrouve tout seul finalement, c'est pas un personnage qui se dévoile. Donc voilà, et puis c'est vrai que c'est intéressant son parcours avec le parcours de Matteo. On se rend compte finalement que un destin peut changer très rapidement et que selon où tu nais, si tu nais bien ou si tu nais mal, c'est vrai que ça peut être un combat de
côté un peu systématique avec lui, où forcément il va se retrouver dans les embrouilles, forcément il va lui arriver des trucs. Parfois ça manque peut-être un poil de justesse à ce niveau-là. Il y a deux, trois clichés comme ça, notamment la jeune fille dont il tombe amoureux. Même s'il se passe rien entre eux, il y a une belle complicité entre eux qui joue d'un instrument et qui voudrait justement se sortir de tout ça. Donc bon, ça fait partie du cinéma de toute manière, il faut bien amener en fait les personnages vers des stéréotypes, mais j'ai pas trouvé ça trop grossier, je trouvais au contraire que c'était assez juste. Tous les acteurs en fait je les connais pas bien, voire même pas du tout, je suis même pas certain de les avoir vus dans d'autres films. Peut-être l'actrice il me semble avoir vu, la jeune fille il me semble avoir vu quelque part, mais j'aurais pu dire où. Et donc ça crée un effet, une sensation réelle d'assister presque à un documentaire avec une histoire cinéma. Donc c'est vrai que c'est toujours la barrière entre quand on fait du cinéma vérité, trouver le bon compromis entre le côté réel et puis le côté cinéma. C'est vrai qu'on vient voir un film, donc forcément faut pas que ce soit trop réaliste. Et puis d'un autre côté, quand on assiste à un film qui se veut un peu documentaire, c'est vrai qu'on est un peu surpris quand il y a des rebondissements très typiques du cinéma. Mais en tous les cas, je le conseille, hein. C'est un film qui est pas très connu. Il a été diffusé au Festival de Cannes l'année dernière, et là il a été rediffusé au mois de mars. Et ouais, pour moi c'est un bon film. Ensuite, rien à voir, on bascule du côté du cinéma américain, très parodique, très humoristique, qui brasse différents genres. C'est The Will Kill You, avec l'actrice de Deadpool de Zazie Beetz. Il y a aussi Patricia Arquette, Heather Graham, Tom Felton. Donc l'histoire rapidement. Engagée comme femme de ménage dans un immeuble new-yorkais aussi luxueux qu'énigmatique, une jeune femme découvre peu à peu que le bâtiment est lié à une série de disparitions inexpliquées. Alors, j'ai trouvé le film sympa, mais j'avoue que j'ai un peu de mal avec cette tendance un peu cinéma d'action, fourre-tout, qui mélange un peu les genres, avec un humour en mode on prend pas trop ce qu'on raconte au sérieux. Pour être honnête, voilà, ça bouffe un peu à tous les râteliers. Il y a un peu de Tarantino dans les flashbacks, les changements de ton. Il y a un peu de John Wick avec le côté vengeance et les bastons. Ça fait penser aussi à Ready of Not, or Not pardon, qui est sorti aussi très récemment, avec ce genre de confrérie un peu en mode fantastique qui s'en prend à un personnage qui sait pas trop où il débarque. Et en fait, ce qui m'a sorti un peu du film, c'est assez rapide, hein. J'ai bien aimé la première partie, toute l'exposition. Et en fait, dès que le premier combat démarre pardon, donc elle arrive en fait effectivement dans cet immeuble, on comprend que quelque chose va pas, mais bon voilà, ça avance doucement. Et d'un coup, en fait, elle se fait attaquer dans sa chambre. Et en fait, tout est révélé d'un coup. Et j'ai trouvé ça assez dommage en fait, parce que finalement, le fait de pas délivrer au fur et à mesure en fait tous les éléments de l'histoire, mais en balançant ça en mode bon bah voilà, on est une confrérie reliée à un démon quelconque, et puis bon bah voilà, on fait des sacrifices, et puis on est. Mais bon, tout ça c'est pas très sérieux parce que voilà, il y a d'autres éléments que je veux pas forcément dévoiler, mais je trouve que dès ce moment-là, en fait, beaucoup de choses sont dévoilées. L'humour des films, enfin, l'humour du film bascule un peu, parce qu'on bascule forcément dans le fantastique. Et du coup, on perd un peu ce côté tendu, se demander où est-ce qu'on se trouve, comment l'héroïne peut s'en sortir. On a l'impression finalement tout peut arriver, et finalement c'est pas très grave. Et quelque part, c'est ce qui se passe. Il y a un côté assez grotesque, enfin revendiqué, hein, bien évidemment, c'est complètement revendiqué, mais qui moi m'a un peu fait sortir du film jusqu'à la fin, c'est-à-dire toute la cérémonie qui se déroule. Alors après je dévoile pas trop pour éviter de vous spoiler, mais j'ai trouvé ouais que l'humour dedans trop appuyé, trop cartoon même par moments,
a tendance un peu à gâcher le truc, alors que moi j'étais à fond dedans, quoi. En plus, il développe un peu une idée. Chaque étage, en fait, il se passe des choses dans l'immeuble. Et finalement, c'est quasiment abandonné. Il y a très peu de choses qui sont montrées. Je trouve que l'organisation, voilà, c'est vrai que ça m'aurait bien plu de voir l'organisation un peu de cet immeuble, un peu plus. Et pas juste. On a l'impression de voir un peu, comme je dis, un cartoon, quoi, un dessin animé où la jeune femme jouée par Sassy Beats est poursuivie en fait par le groupe avec Heather Graham et Tom Felton. Et il la poursuit partout, dans les conduits, il la poursuit partout, donc ils se battent un peu, ils se repoursuivent, etc. Et il y a un côté comique, mais pas, déjà auquel j'adhère pas forcément, mais qui est très redondant, quoi. Sorti de ça, je trouve que le film n'a pas vraiment d'idée de développement. Et ouais, moi j'aurais adoré que vraiment on ait ce concept d'immeuble avec ses étages, avec plein de choses qui peuvent sortir de nulle part, avec des ennemis, avec voilà, d'autres idées on va dire, mais finalement dès qu'elle se fait attaquer dans la chambre, bah tout ce qui s'ensuit est assez prévisible et assez lourd, j'ai trouvé. Donc ouais, je suis un peu déçu. Après ça reste une petite comédie fantastique, slash action, comme je dis, qui lorgne un peu sur différents types de films. Donc c'est pas forcément un grand film de base, mais ouais, ça aurait pu, franchement, je pense que ça aurait pu être meilleur à ce niveau-là, quoi. Ça aurait pu être mieux travaillé, peut-être moins comique. C'est vrai que le côté John Wick, il y a un côté hyper sérieux dans tous les John Wick qui parfois font un peu sourire parce que il y a des règles un peu. On a l'impression qu'on est à l'ancien temps, avec la table, avec ce genre de choses. Mais finalement, comme il s'y croit à mort, bah, par moments on se dit ouais, bah ok, je suis intéressé par les règles, je suis intéressé par ce qui se passe, par tel ou tel personnage. Là en fait on a l'impression que finalement on peut se contredire 30 secondes après, on peut revenir en arrière, on peut changer d'avis, on peut... Voilà, certaines situations se débloquent finalement très facilement. Il n'y a que ouais, peut-être une idée sympa où elle se bat dans le noir en fait, contre les ennemis. La baston est sympa, c'est vrai que notamment les scènes d'action sont vraiment sympathiques pour le coup. Mais je trouve qu'il ouais, manque, quitte à faire à intégrer vraiment du fantastique, au lieu de faire genre, ah bah, bon bah voilà, on est une confrérie, et puis il y a un démon, et puis bon bah voilà, du coup on va tuer des gens. Ça c'est quelque chose qui a déjà été vu des milliers de fois, donc peut-être il aurait fallu, au lieu de se dire, bon bah c'est ridicule, donc on va en faire un truc marrant, peut-être quand même développer un peu plus pour que ce soit un peu plus plausible et pas juste un truc rigolo en plus. Donc voilà, mais j'ai bien aimé quand même, hein, c'est resté quand même sympathique. Alors ensuite, je crois que j'ai rien vu au mois de mars, donc je vais passer au mois d'avril. Au mois d'avril, alors j'ai pas vu Super Mario Galaxy, j'essaierai de la voir, mais je l'ai pas vu. C'est vrai que j'avoue que j'avais bien aimé le premier, mais bon, n'étant plus un enfant depuis longtemps, je suis un peu moins intéressé par ce genre de film. Ah bah justement, je parlais de Wedding Nightmare. Bah, il y a la deuxième partie qui est sortie au mois d'avril. Donc toujours avec Samara Weaving, avec les deux réalisateurs de Radio Silence qui avaient fait le premier et qui avaient fait Scream 5 et 6. Et l'idée c'est d'intégrer en fait Catherine Newton en tant que sœur de Samara Weaving, qui est aussi une actrice assez connue, qui a fait pas mal de films fantastiques et d'horreur, qui a tourné justement avec Radio Silence pour leur film de vampire, je me souviens, Abigail. Et donc l'idée c'était ça, c'est de faire un peu le duo de Scream Queen, toutes les deux ensemble, qui est plutôt une bonne idée, hein, parce que je trouve que c'est des actrices qui ont une bonne palette, notamment comique. Et c'est vrai que comme c'est un Ready or Not,
cérémonie qui est un peu multicarte. Et un gros casting, on a beaucoup de personnages en fait dans ce film, mais bon, le principe est comme dans le premier, hein, c'est-à-dire que les deux sœurs en fait vont se retrouver dans une chasse familiale pour en fait très simplement savoir qui va diriger en fait toutes les affaires. C'est une famille ultra riche, on voit qu'elle est ultra puissante, elle peut tout décider dans le monde au niveau politique, au niveau des guerres. Ils possèdent de nombreux châteaux, ils possèdent beaucoup de choses, donc on comprend qu'ils sont ultra puissants. Et en fait, par un ensemble de choses, il est décidé en fait que cette chasse détermine en fait celui qui tue les deux sœurs va devenir en fait le grand chef. Et donc tout l'intérêt repose là-dessus. Euh, J'avoue que j'ai été là aussi assez déçu assez rapidement en fait dans le film. Alors j'aime bien la mise en place, notamment avec David Cronenberg, hein. Je trouve que il est assez sympa comme acteur, donc c'est toujours sympa de le voir. On pose en fait tous les personnages que vont affronter en fait les deux sœurs, on pose le cadre aussi. On voit qu'il y a un côté, bah justement, c'est un peu comme The Will Kill You, il y a des règles qui sont établies, mais très rapidement, on sent que pareil, ça part un peu dans tous les sens et que ça peut au gré de l'intrigue, quand il faut rusher un peu l'intrigue et puis faire en sorte qu'on arrive à une situation attendue, bah on prend un peu des libertés pour casser un peu les codes. Et c'est vrai que déjà dans le premier, il y a un peu ce côté comme ça où certains personnages voulaient pas forcément tuer l'héroïne, ou savaient pas trop où ils en étaient, et qui gâchait, je trouvais un peu le côté un peu chasse. Et là, c'est un peu pareil en fait. Alors déjà, il y a vraiment beaucoup d'ennemis, je pense beaucoup trop, à mon sens. Euh, je pense qu'il aurait fallu peut-être limiter, je vais en reparler après. Et donc c'est vrai que dès que la chasse commence, j'ai un peu perdu le fil. Parce qu'en fait la chasse commence. Alors déjà elles sont enchaînées toutes les deux. Bon, on se dit voilà, c'est un peu un clin d'œil parce qu'en plus c'est deux sœurs qui supportent pas, qui sont pas vues depuis très longtemps. Elles se retrouvent enchaînées ensemble et donc elles doivent s'entraider. Sauf que en fait, bon, le manoir est gigantesque et on se rend compte rapidement que ça va pas tenir debout, quoi. Parce que dès la première scène, en fait, elles se retrouvent en plein milieu en fait de grands jardins, hein. Ils ont des jardins à perte de vue, donc vraiment sans rien autour, sans un arbre ni rien, elles se retrouvent à courir au milieu de tout. Et donc tout le monde, la chasse est lancée, donc tout le monde peut les tuer, dont notamment un mec qui a un fusil à lunettes et d'autres personnages qui ont d'autres armes et qui peuvent très bien, il y a même certains qui ont des drones, des trucs comme ça. Et donc en gros ils sont surarmés et elles ont rien, elles sont juste enchaînées, elles doivent courir dans tous les sens. Et là en fait le problème c'est que bah, pour qu'elles s'en sortent, les réalisateurs en fait se disent bah le seul truc qui fait qu'elles vont s'en sortir c'est que tous les personnages autour sont stupides en fait. Et donc notamment le mec fusil à lunettes, il va forcément tirer à côté, il va forcément mettre du temps à recharger, il va forcément faire n'importe quoi. Il y a d'autres personnages, ah bah finalement ils ont un drone, ah mais en fait non, parce qu'ils veulent les aider. Il y a un autre personnage qui se dit bon allez je leur laisse un peu d'avance. Sauf que ça tient pas debout étant donné que là c'est un spoiler. Écoutez pas si jamais vous avez pas vu le premier. En gros dans le premier, alors je vais essayer de pas trop détailler pour pas cacher la surprise. Mais pour eux c'est vital en fait de tuer la personne avant la tombée de la nuit. Enfin je crois jusqu'à minuit il y a une heure donnée. Sinon il leur arrive quelque chose de pas bien. Vraiment, vraiment tragique. Et donc dès que la chasse est lancée, il y a déjà le patrimoine à gagner, plus éviter d'avoir des gros problèmes. Donc on se dit, il n'y a pas le temps de rigoler en fait. C'est vraiment une chasse brutale qui va démarrer, va falloir qu'elles se cachent, va falloir qu'elles utilisent des armes et tout ça. Et en fait, non, au départ, elles sont complètement paumées, elles font n'importe quoi. Sauf qu'en fait, les gens autour qui sont censés les tuer, qui sont surarmés, ils font aussi n'importe quoi. Et du coup, alors je sais bien que c'est une comédie, hein, mais je trouve dommage d'avoir mis tout ça en place, d'avoir présenté tous les personnages, d'avoir montré toutes les armes qu'ils allaient avoir, montré qu'ils sont surmotivés
mince, j'ai plus de balles, ah là, où ils sont, ah bah j'ai loupé, je vais essayer de la tuer, ah bah non, je tape à côté, je fais pas exprès. Et donc en fait ça, je trouve que ça casse le truc quoi. Et surtout, on va se rendre compte assez rapidement finalement que il n'y a pas tant que ça d'endroits en fait. En fait, on sait jamais trop où on se situe dans le manoir. Et quand il y a des déplacements, en fait, c'est très rapidement rushé. Et donc, il n'y a jamais ce côté de se dire. Parce qu'au départ, on présente la propriété et les zones où elles peuvent aller. Et au lieu de se dire, bah tiens, elle se situe là, qui est à cet endroit-là, qui va se confronter à elle, bah en fait, elles tombent toujours sur leurs ennemis. Un peu comme ça, quoi. C'est bon, il y a un plan, elles avancent, puis d'un coup, il y en a un qui sort et qui va pour les attaquer. Et ouais, je trouve que là, pareil, il y a un gros manqué, quoi, de se dire il y a une propriété immense. Faut qu'elle fasse attention parce qu'elle risque de se faire tuer à tout moment. Il y a des gens en face qui sont ultra énervés, ultra armés, et donc forcément, bah, l'idée c'est déjà de faire profil bas, essayer de se cacher le plus possible. Sauf que là, l'intrigue, en fait, à chaque fois que, à chaque fois qu'il doit se passer un truc, faut rusher, et donc ils se tombent toujours les uns sur les autres, tout en ayant toujours une solution de sortie qui tient de moins en moins la route parce que comme les taux se resserrent et qu'elles sont forcément attaquées, blessées et autres, bah on se dit au bout d'un moment ça pourra plus marcher, ça pourra plus tenir. Et en fait il y a toujours une pirouette en mode comme je disais un personnage qui se dit bah non finalement je vais pas vous tuer, ou alors elles arrivent à moitié un personnage qui se dit ah bah oui finalement on va changer un peu de ouais ok je devais vous tuer mais en fait on va changer un peu d'idée, on va faire autre chose. Alors je dévoile pas ce qui se passe mais il y a tout un moment en fait assez tendu où une des deux sœurs se fait vraiment attaquer sauvagement. Et donc grâce à une pirouette, bah du coup tout s'arrête et on passe à autre chose. Et je trouve que ouais c'est vraiment un rendez-vous manqué parce que avec autant de personnages à leur trousse, bah finalement on se rend compte que tous les personnages c'est juste pratiquement juste des gags en fait. Et que ils essayent de pas répéter ce qui a été fait dans le premier, donc du coup ils apportent d'autres choses, notamment dans le final que je dévoilerai pas. Et je trouve que ouais ça tient pas bien quoi. Alors après c'est pas détestable ou c'est pas grotesque ou c'est pas ridicule ou c'est pas atroce, mais ouais je trouve qu'on j'ai décroché un peu quoi. J'ai regardé le film en me disant bon voilà je vois un peu où est-ce qu'on va aller, forcément faut qu'elle s'en sorte donc dès qu'un truc un peu chaud arrive hop on trouve une solution. Et je pense qu'il ouais, il manque vraiment ce côté, même avec de l'humour, hein, parce que Radio Silence, même dans les screams, il y a aussi de l'humour, mais il y a aussi des moments de tension. Je trouve qu'ils réussissent, ils ont mieux réussi le mix entre comédie moi, pas vraiment horreur, parce que les slasher, on va dire, les moments de vraie tension. Et là, je trouve que dès qu'il y a un moment de tension, c'est désamorcé par quelque chose. Et donc, un peu comme c'est Will Kill You, je me dis, bon, voilà, ça va juste être de l'humour. Dès que quelque chose un peu tendu arrive, on va s'en sortir avec une blague. Et c'est un peu ce qui se passe à chaque fois, quoi. Et même des personnages comme Sarah Michelle Gellar, je pense qu'elle est mal utilisée. Je pense qu'ils auraient pu en faire vraiment autre chose. Justement, faire un vrai antagoniste. L'acteur qui joue son frère, qui est assez connu, hein, mais je me souviens plus de son nom. Ouais, ça c'est Sean Atosi qui joue Titus. Lui, pareil, on le présente au fur et à mesure de l'intrigue comme un gros taré, mais je trouve que ça marche pas suffisamment, quoi. Il manque vraiment des choses pour vraiment le caractériser en tant que personnage hyper dangereux. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, comme s'il fallait un antagoniste. Voilà, ça va être moi et puis pas un autre, quoi. Surtout quand on a plusieurs personnages qui sont prêts à attaquer en fait les deux sœurs. Il y a moyen de créer plusieurs antagonismes, pardon. Notamment il y a l'ex-femme en fait de la, bah, de l'ex aussi de Samara Weaving, Grace dans le premier, qui est vraiment énervé contre Grace. Et en fait ça pareil c'est assez peu développé quoi. Il y a un côté pareil à un moment donné, il y a un côté un peu badass où Grace prend un fusil à. Alors c'est pas un fusil à pompe, c'est un fusil de chasse, je crois. On se dit waouh, ça y est, elle a tout défouraillé. Et en fait,
c'était un peu pareil aussi. Il y avait un côté, il y avait de bonnes idées, mais ça tenait pas la route sur le long terme. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, l'accord au cou avec Bill Skarsgård, alors qui était pour le coup vraiment très bon. Film de Gus Van Sant, alors qu'un réalisateur qui aime beaucoup justement l'histoire américaine, qui avait fait Elephant justement sur la tuerie de Columbine, qui fait beaucoup de cinéma d'auteur, cinéma assez difficile d'accès, hein, je trouve. J'aime pas tout hein, chez Gus Van Sant. Il y a des trucs sympas, et puis il y a d'autres trucs bon, qui sont beaucoup plus légers. Bon, un film très connu, il avait fait Will Hunting, mais on va dire que c'est un peu une période gros cinéma américain. Il avait fait le remake de Psychose, qui avait aucun intérêt. Mais sinon, c'est vraiment du cinéma indépendant où il filme très près de ses personnages, où il s'intéresse toujours, il suit beaucoup ses personnages. Et ouais, ça, il avait fait Last Days sur le chanteur de Nirvana. Il avait fait Harvey Milk aussi avec Sean Penn. Donc voilà, il a fait pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est un cinéaste qui est difficile à suivre par moments, ce qui passe de tout, mais qui est intéressant. Moi j'ai vu quasiment toute sa filmo, je crois. Je crois que j'ai pas dû voir Malanoche et Heaven Go Girls Get the Blues, mais sinon j'ai regardé le reste et il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir. Et là c'est une histoire assez simple en fait qui s'est passée dans les années 70. En 77, c'est Tony Kiritsis qui prend en otage en fait Richard O'Hall, son courtier hypothécaire, qui l'accuse d'avoir volontairement fait échouer son projet de centre commercial. Alors en fait, il veut aller enlever le père, mais il trouve que le fils. Donc finalement, il enlève le fils. Et le principe, c'est qu'il attache en fait un système. Il a un fusil. Donc il attache en fait le fusil avec du fil de fer. Et il attache en fait sa victime à lui. Et donc si lui, il est amené à tomber par terre, à être abattu, et du coup le fusil s'enclenche et il lui tire une balle dans la tête. Et donc du coup on va voir en fait pendant plusieurs jours ce processus d'enlèvement un peu atypique, hein, parce que finalement même à la fin en fait Gus Van Sant diffuse en fait des vraies images et donc on les voit, on a l'impression presque qu'il joue à un jeu d'enfant quoi. Il est caché derrière lui avec son petit fusil et il se balade dans la rue et puis il y a toute la police qui sont à leur trousse. Et puis bon c'est un gars
dépassés, qui aiment pas la nouvelle technologie, qui aiment pas les ordinateurs, qui aiment pas les téléphones portables, qui aiment pas les IA, et qui se dit tiens je vais faire un film où je vais dénoncer la puissance des écrans, le fait que les enfants sont trop devant les écrans, et en fait ça a un peu 20 ans de retard quoi. Alors peut-être pas 20 ans, si on est en 2026, 2006, oui si on peut dire 20 ans, 15-20 ans. Il y a vraiment un côté, dès le départ en fait, dès qu'ils se retrouvent en fait dans le passé, on a ce côté voilà, jeune qui jure que par le portable et dès qu'on leur enlève, ça y est, pète un câble, ils se retournent contre donc l'équipe qui doit justement arrêter tout ce qui va se passer en fait de terrible parce que c'est l'apocalypse hein, forcément. Et j'ai pas du tout, enfin j'ai pas réussi à rentrer dedans quoi. Ça se regarde, il y a des trucs assez marrants, mais déjà dans la narration est assez étrange parce qu'au départ chaque membre de l'équipe en fait se retrouve à un moment de l'époque, ils doivent faire quelque chose en fait de leur côté. Au bout d'un moment ils se retrouvent ensemble. Je trouve qu'il y a un côté tunnel en fait où finalement on peut raconter tout n'importe quoi sans qu'il y ait vraiment de lien. Enfin j'ai pas je me suis pas dit qu'il y avait une vraie critique en fait de la technologie actuelle. J'ai pas trouvé très pertinent, j'ai pas trouvé ça très captivant non plus. Je trouve qu'il y a ouais, il y a des scènes très classiques finalement. Il n'y a rien de vraiment motivant dans ce qui se passe et même les personnages quoi, ils sont tous plus ou moins pareil, il y a un côté comique très revendiqué. Mais je me suis pas attaché aux personnages quoi. Je les ai pas trouvés très intéressants finalement. Et même le contexte de parce que l'intelligence artificielle va créer une fausse réalité et donc les personnages ne seront plus vraiment au bout d'un moment où ils s'y situent. Bon, c'est du déjà, je trouve que c'est vraiment du déjà vu quoi. Ça brasse vraiment des thèmes. Alors déjà, c'est toujours compliqué quoi, des thèmes qui ont déjà été abordés plusieurs fois, mais surtout ça apporte rien quoi. Et je trouve que ça se perd dans ce que ça veut raconter. Comme dit, on a l'impression qu'il y aura une narration éclatée où chacun va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice et essayer d'apporter une solution au problème. Puis finalement, ça tombe un peu à plat. Après, il y a une sorte de course contre la montre pour annihiler en fait l'intelligence